Chris Marker aimait beaucoup faire des expériences avec des logiciels, etc. Et un jour, il a conçu un logiciel qui permettait de poser des questions et l'ordinateur devait répondre. Alors simplement, ce qu'il aimait bien, Chris, c'était qu'on puisse poser des questions étranges et ne pas être désarçonné par rapport aux questions étranges. Si bien que, je crois que pour chaque personne avec qui il a conçu ce logiciel, il s'est un petit peu inspiré des relations épistolaires ou de discussions qu'il avait eues avec les personnes, si bien qu'à un degré divers, quand ces personnes-là posaient des questions, il pouvait répondre en ayant une probabilité d'être un petit peu dans son monde. Voilà. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour les autres, mais en ce qui me concerne, j'avais raconté des tas d'histoires, parce qu'il m'arrive toujours plein d'histoires, et il les avait intégrées dans ce logiciel, et puis ce logiciel, il a dormi pendant quelques années, et puis il se disait que plus tard ça surgirait, on en ferait quelque chose. Et puis j'en ai plus trop entendu parler de cette histoire de Dialector. Je ne me souviens pas d'y avoir joué en vrai pendant qu'il était là. Je ne crois pas. Je crois qu'on a pu avoir accès à ce logiciel uniquement après sa mort. Chris l'avait conçu en posant des questions et en ayant des réponses d'après les personnes et l'univers des personnes. Alors, il en a fait 4 ou 5, pas plus. Il en a fait un avec Ariel Dombal, il en a fait un avec Marina Vladi, il en a fait un avec Agnès Varda, et puis avec moi, je crois que c'est tout. Avec le chat aussi. Ah oui, mais ça c'est un peu spécial, le chat. Donc voilà. Et en fait, ensuite, on n'en a plus trop entendu parler. Et puis ensuite, on a un peu cherché dans les archives de Chris, il y a eu beaucoup de débats, où devaient aller ces archives, à la Cinémathèque, ou alors chez Ramon Chomata, le fils de son ami Mata, surréaliste, peintre, ou alors encore dans une autre bibliothèque. Enfin, c'était un grand débat parmi les amis de Chris Marker. Et puis quand même, on a eu accès à son logiciel. Et puis il y a une chercheuse, Agnès de Cailleux, qui, par l'aide de quelqu'un qui l'aidait pour l'ordinateur, etc., a réussi à remettre en route ce Dialector, en cherchant pendant les archives, en sachant comment l'utiliser. Alors peut-être que c'était du temps des disquettes et qu'on a réussi aussi à transférer. Enfin, il y a tout un problème technologique qui a fait qu'on a pu dépasser le cadre de juste un logiciel qui traînait dans un tiroir. Et j'avais vraiment l'impression de dialoguer avec Chris, et un petit peu comme dans Level 5. On a une lecture à plusieurs niveaux, parce qu'à la fois il faut lire le texte, en même temps entendre l'interview avec l'image, on est très sollicité. C'est ça, voilà. Non, ça surprend beaucoup. Enfin, même moi, j'étais vraiment très surprise en le voyant. Après, on m'a demandé de parler après cette expérience. Alors, en fait, en réalité, c'est donc un logiciel qu'il a conçu très longtemps en amont et qu'il construisait petit à petit jusqu'à ce que j'ai vu là, 1988, où apparemment il y a eu un changement de logiciel avec Apple et il a dû interrompre. En attendant, il avait donc engrangé tout un vocabulaire personnel et intime avec chaque personne avec laquelle il travaillait. En l'occurrence, moi, je n'avais jamais vu cette petite chose avec laquelle il s'amusait. J'ai vu beaucoup de choses avec lesquelles Chris s'amusait. On s'envoyait des textes, des dialogues, on parlait, bon. Sauf que ça, je ne l'avais jamais vu. Et donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce sont des disquettes probablement qu'on a retrouvées, qu'Agnès de Cailleux a transcrit, qu'Annick a filmé, et on m'a mis devant un ordinateur et je devais discuter avec l'ordinateur.
l'ordinateur savait répondre à certaines questions, était capable de faire une private joke, et notamment, je cite comme exemple l'histoire de l'homme grenouille que le computer avait visiblement enregistré. De quoi s'agissait-il? J'étais donc coincée dans la maison, je ne pouvais pas repartir en camionnette, je ne savais pas ce que j'allais dire à Chris parce que je me suis dit que si je commençais à lui raconter que les clés ont été lancées dans un lac, qu'on s'est promené toute la journée dans le lac avec des aimants et qu'on n'a pas réussi et que qu'elle allait trouver ça. Donc j'étais assez désespérée et à ce moment-là, je me fais aborder par un monsieur et puis il me dit voilà, je travaille avec la préfecture de Paris, etc. Puis je me disais, bon, comment je vais me débarrasser de ce monsieur? Et puis d'un seul coup, il me dit, voilà, je suis homme grenouille. Ah oui, alors, il m'appelait toujours la martienne. C'est important pour la suite du texte. Il m'avait offert un terrain sur la Lune, un titre de propriété avec un bout de terrain sur la Lune. Et je n'ai jamais su si c'était un vrai titre de propriété. Sur le moment, je l'ai cru. Après, les gens, ils ont rigolé en disant « mais ça n'existe pas ». Mais sur le moment, je croyais en tout cas. Et Feu douce? Alors, Feu douce, c'est un pseudo qu'on m'a donné. Ah, le château de l'araignée. Il parle du château de l'araignée. C'est là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Il était venu présenter du temps où il accompagnait certains films dans des ciné-clubs parce qu'il faisait partie de l'association pardon Peuple et Culture, voilà. Et donc au tout début, il faisait un travail militant de formateur, d'animateur, et il accompagnait certains films pour former des étudiants en cinéma. Et j'ai fait partie peut-être du dernier wagon des étudiants qui pouvaient l'écouter présenter un film, voilà. Et c'était Le Château de l'Araignée. Et voilà. Il adore Shakespeare, il adore. Ouais. Getting Away, c'est le titre. Ah, ben voilà, déjà ça donne une idée. Ça, c'est le titre du clip que vous allez voir tout à l'heure. Ah oui. Alors là, il avait déjà fabriqué sa planète marqueur sur Second Life. Et il parle de Coco Loco. Ah non, c'est moi qui en parle. Oui. De Coco Loco, le perroquet de Level 5. Non, mais ce qui est surprenant, surtout dans ce logiciel, c'est que ça nous replace dans le contexte de Level 5 avec cette conversation de l'homme qui n'est plus là et de l'ordinateur qui répond. Et c'est curieux parce que je ne sais pas si vous connaissez le principe. Cette planète qui double la nôtre, où on apprend à voler, on a des rendez-vous et on a toute une vie virtuelle. Donc on peut choisir sa corpulence physique, on peut choisir les vêtements, on peut choisir les accessoires, on peut choisir le caractère évidemment, les endroits où on va. Donc sur Second Life, Chris avait recréé son monde et il y avait un musée, il y avait... il s'était fait un personnage. Alors, sur Second Life, on peut acheter avec des crédits, des choses qui permettent de mieux voler, de se déplacer plus aisément. Bon, moi j'avais pris un contrat de base, donc je m'envolais comme ça, un peu, en battant les ailes, je me scratchais dès le départ. C'était pas si évident hein, d'évoluer dans Level 5, en tout cas ça prenait du temps, parce que si on s'écrasait, il fallait redémarrer, prendre son élan, et c'était un peu comme un albatros, quoi, qui voilà, ses ailes de géant m'empêchent de marcher. Et voilà, donc c'était parfois compliqué de se rendre à des rendez-vous parce qu'il fallait que ça soit très précis dans l'endroit, mais dans l'espace aussi, et à une heure extrêmement précise. Alors Chris était toujours très scrupuleux avec l'heure.
plus que scrupuleux, puisqu'il avait besoin d'être toujours en avance. Donc quand on était en avance d'1 minute, on pouvait être en retard en réalité d'un quart d'heure avec lui. Parce qu'au bout d'un quart d'heure d'avance où on n'était pas là, il partait. Et ça, ce sont des habitudes qu'il avait prises pendant la guerre, quand il est un petit peu par sécurité. Voilà. Donc, il considérait que si on n'était pas là un quart d'heure avant, il agissait encore comme si c'était la guerre. Il fallait qu'il disparaisse, des fois qu'il y a une bombe qui éclate. Je me souviens une fois, on devait aller dans une salle de spectacle, écouter un de ses amis, je ne sais plus lequel, peut-être Reggiani, peut-être. Et j'étais pas là, il a dit que la salle où on devait aller avait disparu. C'est-à-dire que c'était aussi radical que ça. Il fallait vraiment que je prenne un café, que je fasse marquer l'heure du café pour lui prouver que j'étais là 10 minutes avant, même si j'étais pas un quart d'heure avant, que j'étais à l'heure au rendez-vous. Parce que sinon, il était persuadé que, voilà, que tout s'était évaporé. Donc voilà, Agnès de Cayeux et Annie Crivoy viennent de présenter ce dialector à Moscou, je crois. Je ne sais pas si ça a été traduit en russe ou enfin comment c'est. Mais bon, c'est un peu particulier. Et puis, donc, je sais qu'il y a un lien, qu'on peut voir aussi le dialector d'Agnès Varda, celui d'Ariel. Donc, ils sont tous très différents. Hein. Voilà. Il avait aussi un lien privilégié avec Marina Glady, qui lui confiait tous ses livres avant de les éditer. Et de son vivant, lui, est-ce qu'il a vu les textes comme ça qu'on les voit ou... Qui Chris, est-ce qu'il a vu le... Mais non. Parce que ça a été tourné après. Et je pense qu'il l'avait laissé dans un coin, et en fait, il y a eu un vrai travail d'archivage, et ça a été travaillé avec un technicien d'informatique qui a pu, à partir des disquettes, remettre en route le système. Hein. C'est comme ça que ça a pu se passer. En tout cas, ça a été... Ah oui, c'est ça, ça avait été plus ou moins commandé pour Arte. Mais ceci dit, Arte ne se décide souvent qu'après vision des films. C'est assez rare qu'Arte... voilà, et bien l'amical soutien. Belle Big Galaxy, toujours là. Pour les grandes causes. Voilà. Alors Careda, c'est une société de production et d'édition que nous avons fondée avec Chris et qui a coproduit beaucoup de choses. Alors je vais vous donner le contexte du clip, certains sans doute l'ont vu. Il s'agit d'un clip pour électronique. Alors électronique, c'est un groupe issu des New Order. Donc peut-être que tu connais tous les détails de qui est passé dans quoi. En tout cas, c'est un groupe de rock et qui était ami avec Michael Chambers, que nous connaissons bien ici puisque nous lui avons sans doute assez souvent rendu hommage, presque chaque année en fait. Hein. Non, pas tout à fait. Souvent. Oui, souvent. Voilà. En tout cas, il faisait partie du groupe des amis et d'ailleurs Chris avait réalisé un petit passage pour le film de Michael. Et donc Michael avait confié la réalisation d'un film de promotion du groupe pour une chanson et avait demandé à Chris de le réaliser. Et pour ce film, Chris en profitait pour faire aussi des essais pour Level 5, que nous n'avions pas encore commencé, mais il a pris certains plans qui étaient filmés pour le groupe, mais qu'il a récupérés pour Level 5. Voilà. Et donc, il nous avait emmenés au Château du Sauvage. Château du Sauvage, c'est un
c'est un très joli endroit du côté de Fontainebleau, à 50 km de Paris dans le sud. Et donc c'est une réserve d'animaux sauvages. Les animaux sont en liberté, c'est magnifique. Ce clip, aussi, il y a quand même un endroit où on peut le voir, c'est qu'en ce moment, il y a une installation, Chris Marker, qui a été réinstallée, désolé pour le pléonasme. C'est donc l'installation Zapping Zone. Zapping Zone, c'est une installation avec beaucoup d'écrans. Et donc, dans cette installation de Zapping Zone, il y a plusieurs versions selon les années. Et donc, vous pourrez voir beaucoup d'extraits de films, comme ça. Alors, au départ, il y avait une installation qui était avec des ordinateurs rassemblés, avec une structure conçue par un scénographe qui était très joli d'ailleurs, et plein d'écrans comme ça au milieu, on tournait plutôt autour. Et puis ensuite, il y a une seconde version où on a plutôt mis les ordinateurs en longueur dans la salle. Et je crois que c'est celle qu'on a gardée d'ailleurs, hein, puisque ça permet une circulation beaucoup plus fluide. Alors, Chris considérait lui-même que ce type d'installation devait avoir lieu à un moment donné, dans un moment historique et dans un lieu donné, et puis qu'après, il fallait s'adapter aux nouvelles technologies et pas systématiquement ressortir des choses anciennes. Mais en fait, en réalité, elle a tellement tourné cette expo. Et de nouveau, on a lancé une équipe de chercheurs pour essayer, avec justement les spécialistes qui avaient travaillé sur ce programme, de la refaire le plus proche possible de la version initiale. C'était quoi les archives de Chris? C'était important? Oui, c'était un loft rempli. Oui, alors j'ai entendu parler d'un loft. Oui, énorme. Oui. Et à Paris? Ah oui, à Paris. Des livres partout, des cassettes partout, des notes partout. Voilà. Et c'est un tableau qui est censé aller dehors dedans. Amérique du Sud, c'est marrant. Qui est fait pour être trimballé en voyage. La manière dont il est écrit, puis surtout quand il cache tout dans sa chambre. Volontairement d'une seule couleur. Voilà. Donc c'est fait dans une matière qui peut aller dans des décors sous la neige, sous la pluie. L'idée c'est ça. Et puis alors il y a quelques tableaux rescapés il y a très longtemps, donc c'est normal que le style soit un peu rétro. Il y a Totem, il y a un compositeur de musique. Il y a des tableaux un petit peu plus récents parce qu'il s'agissait de faire un petit assortiment. Là c'est le portrait visible. Et puis il y a des haïkus en amnésique. J'ai écrit un petit texte parce que papa avait une maladie dans les derniers mois, et c'était la maladie d'Alzheimer, et donc j'ai écrit un petit texte pour lui. J'ai toujours pensé que mon père était un lion. En fait, c'est un hamster. Il rugit comme un lion, mais dès qu'on a le dos tourné, il ronge tout. Il ronge ses papiers d'identité, ses relevés de banque, sa déclaration d'impôt, ses factures de téléphone. Il les déchire soigneusement, en bandes très fines. Puis il entreprend de les mâchouiller, jusqu'à ce que les écritures deviennent illisibles. Ensuite, il les régurgite soigneusement pour vérifier qu'aucune lettre ne subsiste. Et quand le papier est bien mâché, il passe alors à la phase suivante, la phase petite boulette. Selon l'inspiration, elles peuvent prendre la taille d'une perle, d'une bille, d'un caillou. La plupart du temps, elles sont rondes. La phase suivante est la dispersion. Papa choisit avec soin des petits coins. Au début, j'ai cru que des petites souris rassemblées à leur butin, mais j'ai trouvé des petites perles de papier au fond des poches, ou bien cachées au fond des tiroirs. Et quand les boulettes sont bien cachées,
Papa réclame alors ces papiers qu'il vient de faire disparaître. Il a besoin de vérifier que personne n'a deviné. Si on découvre ces petites boulettes de papier devant lui, il fait mine de les découvrir, lui aussi. Il prétend ignorer leur origine. Il dit « Oh, c'est bizarre » et il prend l'air de rien. Ensuite, il se met dans le fauteuil et pleure. Il pleure ses papiers disparus. Il accuse les uns puis les autres. Il pense même que quelqu'un a voulu lui voler son diplôme. Je tente de déplier les petites bouts pour voir si par hasard un autre ne serait pas resté caché, lisible. L'hamster a bien fait les choses. Tout est absolument illisible. À l'hôpital, cela énerve sa famille. On lui confisque les papiers à lettres, les stylos. Oh, ils veulent m'empêcher d'écrire. Je le fournis en cachette en stylo et papier. Il écrit d'abord des lettres de dénonciation. Je dois les poster. Puis il se ravise et me demande un café. Je descends à la cafétéria. Les lettres se transforment illico presto en boulettes. Impossible de le prendre en flagrant délit. Une seule fois, j'ai vu sa joue gonfler. Je n'ai pas eu le cœur de révéler que j'avais percé son secret. À l'hôpital, le médecin explique qu'il va bientôt aller dans un établissement adapté. Papa proteste, il veut rentrer chez lui. Il me supplie de le sauver. Pendant que je tente d'amadouer le médecin, il met son manteau, ses chaussures, son bonnet, toutes ses affaires sont déjà dans un grand sac caché sous le lit. Il me dit « Allez, on y va !» Et il glisse sa main sous mon bras pour retrouver son terrier et transformer les actualités du monde en petites boulettes de papier mâché. Mots et mots effacés. Papa en novembre. Éclair de lucidité, zébrant le néant, reflux de la mémoire. Longue valse d'Alzheimer.